Mme Jeannette K faisait son allocution, nous avons enregistré donc la rentrée de l'un de nos invités ce soir, j'allais dire l'invité d'honneur, le docteur Boga Servet Sako, que je vous demande d'applaudir très fort. Le docteur Boga Sako fait partie donc de ces cadres ivoiriens qui, à la faveur donc de la crise ivoirienne, ont dû quitter le pays. Aujourd'hui, nous avons demandé au docteur de venir certainement discuter un peu avec vous, échanger avec vous, vous dire exactement ce qu'il pense de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire est à la croisée des... Monsieur, je vous demande encore d'applaudir très fort le docteur Boga Sako. Monsieur David Camara, député à l'Assemblée nationale de la diaspora de Guinée, je vous demande de l'applaudir très fort. Il est avec donc... Et en réalité, celui qui nous invite n'est pas encore là. Et j'étais un peu embêté. Donc c'est pour cela que j'ai changé un peu avec lui, parce que c'est vrai que je suis invité d'honneur. Je voudrais, s'il avait été là, je devais commencer par m'acquitter de ce devoir-là, en remerciant le frère et l'ami, le compatriote Kouadio Konan Bertin, qui me fait l'amitié de m'inviter à cette séance d'échange avec les compatriotes. Je suis heureux d'être là. Nous nous sommes ratés de peu en Allemagne, à Berlin. Il était passé juste un peu avant moi et on n'a pas pu échanger. Nous nous sommes retrouvés également le samedi dernier à New York, le soir, lorsque la communauté ivoirienne de New York célébrait un événement. Et j'arrivais, nous nous sommes juste vus à la sortie. Il a souhaité que je sois à sa conférence du dimanche, mais je n'ai pas pu participer parce que j'étais basé à Philadelphia et mes tuteurs devaient me ramener le même soir. Donc je ne pouvais pas rester le dimanche avec lui. Et donc aujourd'hui, c'est tout un plaisir de venir à ses côtés, parler à nos compatriotes. Le frère qui m'a introduit a souhaité que je me présente et que je dise un mot sur la situation sociopolitique de notre pays. Et donc, je vais m'acquitter de ce devoir-là, d'abord en me présentant, ensuite en décrivant ce qui constitue le fondement de mes convictions dans la situation qui prévaut, et enfin, en vous disant, mais très franchement, selon ma vérité, ce qui se trame dans notre pays, le danger que nous courons tous, quels que soient les partis politiques auxquels nous appartenons tous. Mais il est bon en introduction de dire que ce qui nous unit ce soir-là, ce n'est pas vraiment Kakabé, ce n'est pas vraiment Dr Boga, c'est notre pays. Je le dis, et je pense que mes compatriotes avec qui je partage la parole, que ce soit ici ou dans les médias, au pays, même au plus fort de la crise, ou même après, à travers toutes les conférences que je fais en Europe. Je suis arrivé aux États-Unis, ça fait la deuxième fois en l'espace de 4 mois à peu près. Je l'ai dit, je crois que c'était à Awayeoura, que Laurent Gbagbo est mortel. Il va passer. M. Ouattara est mortel. Il va passer. On n'avait pas imaginé, mais Oufou était mortel. Il est passé. Mais notre pays, c'est le bien précieux. Mais pour ce pays-là, chers amis, si M. Ouattara et ses rebelles, et même la communauté internationale, n'a pas réussi à nous exterminer tous, le dernier d'entre nous qui doit rester, il doit se battre pour ce pays-là. Car la crise aujourd'hui nous a montré qu'on avait un grand pays. Mais la crise nous montre qu'on a un beau pays. Mais en réalité, on n'avait pas pris conscience de la valeur de ce pays-là. C'est pour cela que parfois, quand
je finis de gloser, de parler. Je dis peut-être que la crise a quelque chose de bien aussi. Parce que ça nous amène à aimer notre pays. Vous êtes ici. J'ai eu la chance de voyager. Je suis allé en Israël 2 fois, à côté de ce pays-là. Mais voici des pays comme les États-Unis, mais qui adorent leur pays. Les gens adorent le pays. Je suis venu ici en 2008, en novembre, dans le cadre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. J'avais été invité par le département d'État. J'ai eu des rencontres à un certain niveau, puisque c'était une mission étatique. Puisque acteur de la société civile, je suis mandaté pour travailler à la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis en train de répondre en fait à la préoccupation du frère qui voulait que je me présente. C'est trop caricatural de dire je suis tant. C'est un peu difficile. Donc, dans mon discours, je moule en même temps la présentation. Et en 2008, quand je suis venu ici, on nous a fait un cours sur les États-Unis, le fonctionnement, la démocratie. Et le professeur d'université, un collègue, parce que je suis professeur à l'université, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, je suis spécialiste de la littérature occidentale française. Et en 1994, j'ai eu le besoin de militer pour les droits de l'homme. Parce qu'à l'époque, quand nous étions débutants à l'université, la FECI avait des problèmes, elle venait d'être dissoute à l'époque par le président Oufouette, et puis après, donc il y avait des remous, et pourtant les problèmes étaient réels. Surtout nous je fais partie de la première promotion des étudiants de l'université de Bouaké. Et c'est après avoir fini mes études que j'ai commencé à enseigner à l'université de Bouaké. Et on avait des réels problèmes, il n'y avait pas d'enseignants, donc il fallait revendiquer. Et j'ai éprouvé le besoin de militer pour les droits de l'homme. C'est comme ça que je suis allé. C'était d'abord Amnesty International, mais ils ont un système qui ne m'arrange pas trop, qui n'arrange pas beaucoup, parce que Amnesty International, quand vous êtes d'un pays, vous ne pouvez pas trop vous impliquer dans les affaires du pays. Et donc, je cherchais une structure, c'est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui s'est ouverte à moi, et j'ai milité à la Ligue pendant 10 ans. J'ai été le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme à Bouaké. Donc, le professeur Martin Bleou, d'abord sous le professeur Bleou Martin, non, Denis Segui, que j'ai eu hier au téléphone, et puis après Martin Bleou. Donc, c'est après la LIDO, APDH, et puis j'ai atterri à la Commission nationale des droits de l'homme qui m'envoie ici en mission. Vous voyez, j'ai fait le tour, mais je suis retombé sur la mission aux États-Unis. Et aux États-Unis, le professeur, donc le collègue qui nous faisait le cours sur la Constitution, mais je regarde l'émotion dans ses yeux. Il parle de la Constitution comme le prêtre me parle de la Bible, comme le pasteur me parle de la Bible, comme l'imam me parle du Coran. C'est que ces nations-là ont grandi dans le temps et elles sont arrivées à un niveau où leurs constitutions sont le socle de leur nation. Une nation, chacun peut parler, mais il y a un élément sur lequel nous tous on s'assied. C'est la constitution qui devient la valeur centrale d'un pays. Et donc, je vous rappelle ces choses-là parce qu'on apprend toujours, on découvre toujours. Un professeur à l'université, il continue parce qu'il y a des grades. On n'est jamais... Le mot savant, en réalité, docteur en latin, vient du latin qui veut dire doctus, un latin doctus qui veut dire savant. Mais en réalité, qui est savant si c'était? Tu n'es savant que dans ton domaine. Mais le savant des savants, c'est Dieu. Tu ne peux pas être savant puisque tu es dans les lettres. Est-ce que tu peux savoir ce qui se passe en médecine? Tu ne peux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. On est trop petit. Donc on apprend toujours, on découvre toujours. Donc je vous raconte un peu cette expérience-là parce que le frère a voulu que je me présente. Et quand j'ai vu toutes ces choses-là, et que dans mon pays, je me rends compte que nous avons une deuxième constitution aujourd'hui. La première, elle date du 3 novembre 1960, après les indépendances. Elle est un peu copiée même sur le modèle français. Mais la constitution d'aujourd'hui, là, nous faisons partie des acteurs essentiels qui ont bâti la constitution d'aujourd'hui. Car il y a eu un coup d'État dans notre pays. C'était un 24 décembre 1999. Et il y a eu des Ivoiriens qui ont dansé. Ils ont dansé. Mais ils ont eu tort de danser. Et aujourd'hui, nous payons le prix de cette danse-là. Comme il y a des Ivoiriens qui dansent aujourd'hui, après les événements de 2010. Et quelques années plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils ont eu tort de danser. Car il y a des morts pour lesquels il ne faut pas danser. Le foyer KKB n'est pas encore arrivé, mais je vous parle puisque je ne sais pas tricher. Si on m'a dit parle un peu en attendant qu'il n'arrive, bon, je parle. Donc je vous parle très franchement. La constitution actuelle, les Ivoiriens, il y a eu un coup d'État, les militaires sont arrivés, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont suspendu la constitution, et puis ils ont décidé que nous mettions ensemble une deuxième constitution.
Heureusement, comme ils étaient des militaires, ils se sont laissés un peu influencer par la société civile. Et nous nous sommes tous regroupés dans les instances pour que nous puissions bâtir cette constitution. J'en parle parce que, comparé à la première constitution, elle a un peu plus de valeur. Parce qu'elle a été acquise à la base d'un référendum. Les 23 et 24 juillet 2000. Et les Ivoiriens ont voté. Donc aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Quelle œuvre humaine peut être parfaite? On améliore, toujours. Mais c'est la constitution que le peuple ivoirien s'est donnée à partir d'un référendum. Près de 86%. Voilà le texte fondamental de notre pays qui a fixé les bases. Et dans cette présentation de ma personne, je termine par là pour dire que, comme à Bouaké, où j'étais donc président de la LIDO, j'ai été désigné le président de la COSUR. C'est la commission de supervision du référendum. Donc je me considère un peu comme un acteur qui a organisé l'élection du référendum à Bouaké. Et le texte a été voté. Et il est devenu le texte fondamental, le texte fondateur de la Deuxième République de notre pays, après le coup d'État, quand les militaires sont partis. J'ai commencé par là, dans ma présentation. Pourquoi? Et vous allez comprendre maintenant le deuxième point que je voulais vous présenter, qui est que le fondement de mes convictions aujourd'hui dans la crise ivoirienne, c'est cela. Le fondement de mes convictions de la crise ivoirienne, c'est cela. Je vais faire très court. Le 4 décembre 2010, je suis allé au palais présidentiel pour assister à la prestation de serment du président de la République. À la sortie de l'audience et de la cérémonie, les journalistes m'ont demandé, mais docteur Boga, vous êtes un acteur de la société civile, on vous connaît et tout cela. Dans le pays, deux personnalités se proclament président. Et puis vous êtes venu au palais présidentiel. L'autre était à l'hôtel du Golfe. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous voyez la logique de ce que j'ai présenté dans le premier point, vous allez comprendre. J'ai dit à ces journalistes-là, dans mon pays, il n'y a pas deux républiques. Il n'y a pas deux présidents. Il n'y a qu'un seul président. Parce que c'est celui-là qui a été proclamé dans une décision du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010, vainqueur de l'élection et puis président de la République. Et ce 4 décembre-là, il est venu prêter serment. Et après, je continue maintenant l'analyse pour vous, mais je l'ai déjà fait dans les journaux, je l'ai déjà fait à la télévision. Et je dis ceci. Lorsque je suis croyant et que je vais à l'église, moi je ne discute pas avec le prêtre. Il est le représentant, si vous voulez, de Dieu, mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est ça la religion. La religion, c'est que tu rentres dans le moule et puis religieusement, tu suis les principes. Lorsque je suis dans une république, c'est les lois du pays qui s'imposent. Dans mon pays, il se trouve qu'il y a un article 64 du Code électoral qui dit que lorsque vous faites une élection présidentielle et qu'il y a des fraudes et qu'il y a des irrégularités, le Conseil constitutionnel, il annule le scrutin. L'article 64, Code électoral, actuel. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le Conseil constitutionnel de mon pays n'a pas annulé l'élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé des votes dans le Nord. Et en enlevant ces votes-là, il a fait un calcul et il a proclamé le vainqueur de l'élection. Je suis un acteur de la société civile. Je peux dire, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Il se trouve que dans la Constitution, on a un article 98. Et cet article 98 de notre Constitution, c'est le même article dans la Constitution française, c'est l'article 62, qui dit que quand le Conseil constitutionnel a dit, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Article 98. Et moi-même, à la télévision, j'ai rigolé, j'ai caricaturé en disant, même s'il a menti, c'est-à-dire que j'extrapole, même s'il a menti, mais quand il a dit, c'est dit. Et je sais que dans ce pays où nous nous trouvons, c'était en 2000, où il y a eu des problèmes entre un certain Al Gore et Bush, il fallait recompter. Et la Cour suprême est venue, de façon suprême. Elle a dit le débat est clos. Et c'était clos. Donc, mesdames et messieurs,
moi, dans une république, je ne fais pas les calculs. Et j'ai même dit à des amis, parce qu'on a des amis partout, j'ai des amis qui étaient au RDR, et puis il y en a aussi au PDC qui m'ont dit, mais docteur Thomas, tu as bien vu que l'article 64 a été violé et tout cela. Bon, et puis quand même, tu soutiens. J'ai dit oui, il y a l'article 98, mais plus. C'est que dans la période là, l'autre camp qui a été déclaré donc vaincu, ne nous n'a pas donné le choix. Parce qu'en même temps que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté l'article 64 et qu'il a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% et puis président de la République a prêté serment, dans le même temps aussi, l'autre, plutôt que de revendiquer, vous allez me dire, mais comment? Mais plutôt que de réclamer et de dire, je ne suis pas d'accord, lui aussi, il s'est fait investir sur la base de ce qu'il est reconnu vainqueur par la communauté internationale. Alors le juriste fait bien de me dire, mais docteur, vous savez, pas le juriste, pardon, le journaliste fait bien, mais docteur, vous savez que la certification a été validée par tous les camps, etc., etc. Je lui dis, monsieur, avant de venir m'asseoir devant vous ici, j'ai fait toutes les recherches sur la certification. Et le texte de la certification, le voilà. Lisez-le. La certification dit que les institutions du pays sont souveraines. L'avis du Conseil constitutionnel, enfin, pardon, du certificateur, n'est que une vérification de la valeur de l'élection au point de vue démocratique. Est-ce que cette élection-là, le président qui sort de là, il est capable d'être dit un président valable démocratiquement? Le texte est là. C'est la résolution des Nations Unies, la 1672. Les choses existent. Bref, j'en suis venu à la conclusion que les deux étaient pipés, tout était ficelé. Et même au pire des cas, je vais terminer par là, sur cette question de conviction. Je dis à supposer que le Conseil constitutionnel ait fait du faux. Très bien. Mais alors, entre les deux, sur la base de quoi vous soutenez un et puis vous jetez l'autre? Et puis, vous ne le jetez pas, vous le combattez. Et puis, vous tentez même de l'assassiner. Et pire, tous ces partisans, vous les bâillonnez dans le même pays. Les deux se disent ivoiriens. Donc, les deux veulent nous gouverner. L'autre, vous dites qu'il n'a pas gagné. Mais sur la base de quoi l'autre a-t-il gagné? Et dans le livre que j'ai écrit en 2007, non, en 2010, non pas 2010, excusez-moi, en 2012, qui est sorti donc en Italie, je dis, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est le titre du livre. Je dis, mais même si la communauté internationale nous aimait tant, si elle était soucieuse des vies humaines, parce qu'elle a sorti une résolution en 1975 en disant, nous protégeons les civils, mais si vous vouliez tant protéger les civils, dites au Conseil constitutionnel qu'il a fait du faux, et puis organisez un troisième tour. Pourquoi vous ne le faites pas? Mes frères, ce discours que je vous tiens là, ce n'est pas un discours de FPI, ce n'est pas un discours de PDCI, ce n'est pas un discours de RDR. La vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Et une fois, j'ai dit à Vox Africa, à la télévision, si moi, pourquoi je savais que cette crise-là, il devait y avoir des morts et des morts, des milliers, peut-être qu'il y a longtemps que je serais parti du pays. Parce que, chers amis, on ne peut pas sacrifier un seul Ivoirien parce que quelqu'un veut être président de la République. Je condamne cela et je le condamnerai toute ma vie. Moi, je m'en fous d'être ministre. Je suis là où je suis, où Dieu m'a permis d'être. Je suis enseignant à l'université. J'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants. Ça me suffit. Mais je ne peux pas accepter que pour un Ivoirien, on tue des Ivoiriens. Pour qu'un arrive au pouvoir, on bribe d'autres Ivoiriens. Et en France, j'ai été reçu au Quai d'Orsay. Je leur ai dit cela. Vous défendez les droits de l'homme. Moi, j'ai fait les droits de l'homme depuis plus de 20 ans. Si nous respectons la vie humaine, les Africains que vous tuez là, mais ce sont des Ivoiriens, au nom de quoi? Qu'est-ce que Ouattara a et que l'autre n'a pas? Et puis comment vous convainquez les Ivoiriens que le choix que vous avez fait là, c'est le vrai? Regardez aujourd'hui, il est président pour les uns, mais je fais partie de ceux qui ne le reconnaîtront pas. Parce que je ne suis pas convaincu que c'est lui qui a gagné l'élection. Si Laurent Gbagbo n'a pas gagné, je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a gagné. Mais j'ai un président que je suis obligé de subir. Et pire, non seulement je le subis d'un point de vue étatique, mais tous ces enfants, tous ces rebelles qui en 2002 ont éventré nos étudiantes, ont tué mes étudiantes devant moi. Ils sont là, ils règnent sur le pays. Ils sont rois dans mon pays. Je suis en train de vous aborder le troisième point là, la situation des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, vanité des vanités. Les postes, on veut tous être ministres, on veut tous être députés. C'est bien beau, mais la vie humaine, elle est sacrée. En fait, mon discours, il est au-delà, je vous assure. Et ça, c'est pour ça que je prends l'avion, que je voyage. Je suis exilé. Il n'y a pas un week-end où je suis en Italie. Tous les week-ends, je voyage. Parce que mes compatriotes, on va échanger. Nous devons bâtir un nouveau pays.
Nous devons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire qui aime les postes présidentiels, ministériels, mais dont la vie d'un Ivoirien compte plus que tout. Oh, souvent j'ai pitié pour l'Afrique. Quand je vois les Français en train d'aller chercher un otage à l'autre bout du monde, quand je vois les Israéliens changer leurs prisonniers, Chalit, contre 1000 Palestiniens, je dis, oh, ils ont de la chance. Pour eux, pour un seul citoyen, le pays se mobilise. Oh, en Afrique, tous les jours, on tue. On tue. Nos dirigeants, ça ne leur dit rien. On court après les postes. On court après les titres. Des titres que nous allons laisser pour mourir demain. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Et mon discours va finir par là. Qui n'aime pas la France? Moi, j'étais étudiant, j'ai vécu avec une Française pendant 5 ans. Je l'ai écrit dans mon dernier livre. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Pour répondre à un frère camerounais qui a écrit « Je suis noir ». Et non, lui, il a écrit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Parce que je suis devenu français, je ne reconnais plus mes origines camerounaises. Je lui ai dit « Tu es perdu. Moi, je suis nègre et je suis fier d'être nègre. » Mes chers frères, mes chères sœurs, la France, là, c'est celle-là qui nous a ouvert les yeux. Mais comme le disait Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, par la voix de la grande royale, cette grande dame qui a dit, l'enfant était à l'école coranique, c'est vrai, mais envoyons-le à l'école occidentale pour qu'il apprenne à vaincre sans avoir raison. Allons-y chez eux, on va apprendre aussi à vaincre sans qu'on ait raison. On est venu chez les Blancs, on apprend leur langue. Vous parlez bien l'anglais, vous parlez le français. Nous-mêmes, on enseigne. Senghor avait commencé à enseigner aux petits Français la langue de chez eux. On est aussi intelligents comme eux. Regardez comment la France nous exploite aujourd'hui. Mon pays est riche. Les miens est air. Je voyage, je les vois. Ce n'est pas vous tous qui avez réussi. Ce n'est pas vous tous qui réussissez à l'étranger. Et pourtant, on est assis sur de l'or, sur du pétrole. Vous pensez que les Blancs, les Français sont tellement gentils, ils vont aller bombarder au Mali? Ils sont tellement gentils qu'ils vont aller mourir en Centrafrique. Ils sont en train de placer les armes. Ils cherchent leur marché. Et nous, on est là. On s'entre-déchire. On se bat. Donc, bref. Vous avez dû comprendre mon discours. Le frère, il m'a... Je sais que c'est parce que le frère Kakabe n'est pas encore sans doute arrivé qu'il a voulu que je parle. Et peut-être qu'il n'a pas tort aussi parce que, en réalité, je suis très respectueux des principes. Et que si Kakabe avait été là, c'était très difficile pour moi de m'étaler de la sorte. Parce que c'est lui qui est l'invité et nous sommes... Moi, je suis invité d'honneur. En réalité, c'était pour dire 2 mots. Mais peut-être que j'ai comblé un vide. Mais je l'ai bellement comblé parce que je suis content d'avoir dit à Pierre et à Paul ce que j'ai au-dedans de moi. Je pense que nous nous battons trop pour des choses futiles. Je pense que nous nous battons trop pour des choses inutiles. Et les miens et les nôtres meurent chaque jour. J'ai écouté tout à l'heure la sœur qui travaille dans la société civile. Moi, je suis fier d'être un acteur de la société civile. Moi, je suis fier. Et ça ne me diminue pas. Et on lui a donné un prix. Et dans mon pays, j'ai été décoré aussi pour ce que je fais. Et mon pays m'a reconnu un peu ma valeur pour dire, bon, viens, on va te mettre à la commission des droits de l'homme comme un expert. C'est-à-dire que de la société civile, non, ce n'est pas toujours qu'on doit nous mettre au-dessus. Là où tu te trouves, là, tu peux servir ton pays et puis tu peux être fier. Moi, ma conclusion, c'est que on va finir de se battre. Hein. RHDP, FPI, tuons-le là, faisons cela. Mais demain, l'histoire va nous juger. Et en tout cas, en ce qui me concerne, ne comptez pas sur moi pour croiser les bras quand je regarde Laurent Gbagbo à La Haye. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter que Blé Goudé soit à La Haye. Et que Soro Guillaume soit au Parlement de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. C'est-à-dire que je rêve, je dors, mais je ne respire pas. Parce que je ne peux pas le concevoir. Et souvenez-vous, j'étais à la télévision devant Aouaoura, je disais, même M. Ouattara est à l'hôtel du Golfe. Je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien aille bombarder l'hôtel du Golfe. Je ne peux pas l'accepter. Entre Ivoiriens, on peut trouver des solutions. Quelles nations n'ont pas connu des crises? Mais quand tu déportes ton frère, parfois c'est difficile à rattraper. Il y a des erreurs politiques qu'on ne commet pas dans la vie, parce que c'est fait. Chers frères, le temps va passer. Les règnes des uns vont passer. Mais après, et je termine toujours par ceci. J'interpelle toujours mes compatriotes. Je le fais en Europe, ici aussi je vais le faire. Si nous voulons écouter nos rancœurs, si nous voulons écouter l'Occident, après Ouattara, on va se bouffer. Oh, nous faut sauver l'essentiel. Il faudrait que cette crise-là nous serve pour que nous, Ivoiriens, nous rebondissions, pour épater le monde entier, pour leur dire, vous voulez que nous nous déchirions? Nous sommes reconstruits, nous nous sommes réconciliés. Je vous remercie.
Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jean-Basile Ngueta. Je pense que les uns les autres, il y en a qui me connaissent de nom, mais n'ont jamais pu mettre, comment je dirais ça, je vais dire le physique à mon nom, sinon une image. Mais donc, si vous avez des questions par rapport à l'intervention du docteur Bouga, que je salue au passage, je pense que ça a été une très belle intervention. Et donc, si dans l'audience des gens veulent poser des questions, bon, vous allez venir devant, vous présenter et jusqu'à ce que nous... Voilà. Comme j'étais déjà présenté comme Laurent Adier, secrétaire général de Modelsi, je suis aussi éditeur en chef d'un journal appelé ivoirenewsinfo.net. Donc, évidemment, je vais écrire un article concernant ce que nous ferons ici pour Jacques et les autres journaux. J'ai une seule question, docteur. Je ne sais pas ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Parce que mon petit frère Blé Goudé, je ne sais pas quel crime il a commis. Et j'ai vu un monsieur qui s'appelle Chirac, qui a bombardé les jeunes Ivoiriens à la présidence, à l'université. Sarkozy, avec les bombardements de l'ONU et autres, ont tué plus de 2300 jeunes Ivoiriens autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on appelle réellement crime contre l'humanité pour les économies Blé Goudé à La Haye, Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo à Odiéné? Ma question. Je voudrais remercier Dr Boga pour son excellent exposé. Je crois que vous avez parlé du fait que vous avez enseigné et vous avez aussi été acteur de la vie politique, sociale de notre pays. Je pense ici la majorité de nous sommes tous chrétiens. Il est dit que le peuple meurt souvent par manque de connaissances. Et aujourd'hui, quand nous prenons notre pays, la connaissance est limitée à un certain nombre d'individus. Et tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le pays est, disons, est en danger, si j'ai bien compris au départ de votre exposé. Mais à la fin, je n'ai pas entendu les dangers, disons, que court le pays. Et vous avez été enseignant. Et le taux d'analphabétisation en Côte d'Ivoire est très élevé. Est-ce que si la société ivoirienne avait été instruite, éduquée, pensez-vous que la crise aurait connu une dimension différente? Vous avez parlé aussi du fait que vous avez fait partie de la rédaction du référendum et de l'organisation aussi du vote au niveau de Bouaké. Est-ce qu'il y a eu une phase de vulgarisation pour que cette société soit éduquée sur sa contribution dans ce processus pour vraiment mieux comprendre que son manque d'implémentation et l'exposé parle surtout du conflit que nous avons connu. Et aujourd'hui, je vais régulièrement en Côte d'Ivoire. La majorité des Ivoiriens veut vraiment tourner la page au conflit parce que les séquelles sont encore palpables. Est-ce que ce n'est pas utile d'informer, d'éduquer la population? Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous pouvons comprendre le fait que la Constitution n'a pas été respectée. Nous sommes à notre deuxième Constitution et qu'il y a des articles qui n'ont pas été respectés. Mais est-ce que la majorité de la population ivoirienne
qui est aujourd'hui analphabète comprend tout cela. N'y a-t-il pas un travail de sensibilisation, d'éducation que nous devons faire parce que vous l'avez dit, le président Alassane est de passage, le président Gbagbo Laurent est de passage, nous sommes tous de passage, mais la Côte d'Ivoire restera. Et vous avez aussi fait allusion aux États-Unis. Vous venez régulièrement ici, dans les pays aussi développés. Vous avez vu la place qu'occupe l'éducation dans le système. Encore, ma question, c'est qu'en tant qu'enseignant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait pour que cette Côte d'Ivoire-là aille de l'avant, pour que tous ces enfants se retrouvent, non pas autour des acteurs politiques, mais autour de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je vais clore. Venez, M. Clément Naou, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci, professeur Sako. Je voudrais vous saluer. Je vous ai suivi avec beaucoup de, je dirais, d'émotion dans ce que vous dites. Et le micro, oui. Je parle très fort de façon générale. Voilà, ok. Je pense que ma voix porte. Je vais mettre de côté le micro. Je vous ai suivi avec beaucoup d'émotion. Je dirais même beaucoup de passion. Vous aimez votre pays. Vous avez contribué, disons, à la Deuxième République. Vous avez été l'un des acteurs de l'écriture de cette Constitution. Et donc, on sent véritablement l'impact que l'État du pays a eu sur vous. Cela se sent dans ce que vous dites, dans votre témoignage. Je suis sensible à cela. Vous avez dit que, à la limite, lorsque le représentant de cette Constitution dit quelque chose, même en extrapolant, même s'il a menti, on prend ça comme agent comptant. Il faut l'accepter. Alors, dès lors que le président du Conseil constitutionnel déclare qu'il y a un président qui est élu, on n'a plus rien à faire, ce qui est normal. Dans le même temps, ce même président déclare aussi un autre président qui a été élu. Le même Yaoundé a déclaré Ouattara président de la République. Vous avez dit, vous faites partie de ceux qui ne reconnaîtront jamais l'actuel président comme président de la République. Ma question est de savoir, lorsqu'on essaie de vous mettre au niveau que vous êtes un intellectuel et qui sensibilise, parce qu'il y a un élément que j'ai ressenti, que j'ai retenu dans votre intervention, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce qui d'ailleurs ressent l'émotion qui vous anime. C'est la Côte d'Ivoire. Alors, sensibiliser à la Côte d'Ivoire de la façon dont vous faites, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un problème? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on n'est pas prêt à aller à la paix. Moi, je suis un militant de la paix. Les droits de l'homme, c'est aussi cela. Je travaille avec une dame qui a écrit un livre dans le même contexte, qui a dit, vous avez dit, ce n'était pas vrai, mais qui l'a dit, elle a dit, une république, deux présidents, mon cri de cœur. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Madame Lou Dandi. Voilà. Elle a fait un témoignage dans ce sens-là. Alors, lorsque vous sensibilisez, et je veux bien, et je suis d'accord avec vous en tant qu'intellectuel, parce que nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont ensemble, sont unis, vivent ensemble. Et le discours qui est tenu, s'il va dans ce sens, vous ne pensez pas que cela puisse susciter encore des problèmes et des révoltes, en fait, ça ne puisse pas permettre aux Ivoiriens d'être ensemble. C'est cela mon souci. C'était ma question. Merci. Vous allez répondre aux 3 questions et puis on va prendre... Je voudrais remercier les frères et la sœur qui ont posé des questions, qui sont venus poser des questions.
on voit très bien que, en fait, que je parle avec passion ou avec de l'émotion, en réalité, ce n'est que ma vérité. Parce que vous, tous qui êtes là, vous avez votre vérité. Et ce sont nos vérités ensemble qui font la vérité. Car il n'y a qu'une vérité, c'est Dieu. Le frère a posé une question, finalement, qu'est-ce qu'on appelle crime contre l'humanité? Puisque c'est l'élément pour lequel on a envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. Vous savez, quand le statut de Rome a été adopté, le statut de Rome, c'est le texte qui crée la Cour pénale internationale. Au début, en tant que société civile, nous sommes tous des militants de ce texte-là. Car, quel est le contexte? Dans les années 80, à peu près, on a remarqué en Afrique qu'on avait des présidents dictateurs. Et ils ont l'armée, et ils ont la police, et ils ont la gendarmerie, ils ont les forces étatiques. Ils sont dictateurs, et en même temps, ils ont les forces. Le peuple, mais plutôt la population, n'a plus de moyens de recours. Donc, c'est comme si nous sommes dans un cercle, dans une maison, le chef de la maison, il a les armes, et puis il nous exerce une dictature, et puis on est à l'intérieur. C'est comme ça dans le pays. Et donc, heureusement, au nom de ce que les droits de l'homme sont universels, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est les mêmes aux États-Unis, ce sont les mêmes en France, au Japon, en Chine. Donc, au nom de ce qu'il y a cette uniformité-là, depuis la grande déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, après quand l'ONU est née en 1945, ils ont adopté, après avoir fait du gâchis à Nagasaki et à Hiroshima, quand l'humanité a vu qu'elle était allée trop loin, elle a fabriqué des instruments qui font disparaître des hommes, ils se sont assis et puis ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. À partir de là, la question des droits de l'homme est devenue un peu universelle. Donc on peut être dans notre petit pays, Côte d'Ivoire, mais au nom des droits de l'homme, on peut interpeller l'ONU, on peut interpeller la CEDEAO, on peut interpeller ailleurs pour nous venir au secours, parce que nous, peuple, on est brimé par un monsieur qui va, qui tue, et puis il n'y a rien, on ne peut rien faire. Même si on se soulève, il va nous écraser. Donc voilà un peu l'esprit qui a mobilisé la communauté mondiale à se dire, il faut qu'on crée une juridiction plus forte, acceptée par tous les États, de sorte que s'il y a des dictateurs contre qui les peuples ne peuvent plus rien, le Conseil de sécurité peut nous aider pour qu'on puisse, par exemple, trouver une formule et que ce monsieur-là réponde des actes qu'il a posés. Surtout si à l'intérieur, dans le pays, au nom de cette dictature-là, la justice elle-même, elle est bâillonnée, elle est sous les ordres, etc. Mais aujourd'hui, on n'est même pas allé plus loin. La plupart des États, certains États africains ont ratifié le texte. La Côte d'Ivoire ne l'avait pas encore ratifié jusqu'à récemment avec M. Ouattara, qui a vite fait de ratifier le texte, le traité sur la CPI. Des États comme les États-Unis n'ont pas ratifié. Ils n'ont pas reconnu. La Chine n'a pas ratifié. Donc il y a des États qui se disent, pourquoi moi, mon citoyen, pourquoi vous voulez le juger? Déjà même à l'origine, voilà comment certains États ont répondu. Du coup, cette justice-là, elle devient boiteuse, elle devient difficile. Maintenant, c'est sur la question des crimes contre l'humanité. Et c'est dans les éléments pour lesquels on vous amène à la Cour pénale internationale, on a décrit un élément comme crime contre l'humanité. C'est-à-dire que lorsque un dirigeant opère des massacres, mais des massacres qui vont au-delà de l'entendement humain, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est une masse de personnes. Donc d'abord par l'ampleur des crimes qui sont commis, et puis par la nature des crimes aussi qui sont commis. Excusez-moi, mais supposons qu'un dictateur vienne, un président vient là, et puis il sait, il donne les ordres, et puis on égorge les gens. Tac, 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 tac. Ça devient un crime contre l'humanité, parce que l'humanité est sacrée. L'humanité s'est dit qu'on a évolué, on est civilisé. Sinon, nous sommes tous des animaux, excusez-moi de dire ça comme ça, mais nous sommes des animaux pensants. Nous sommes des animaux élevés, civilisés. Comment on peut être civilisé et puis faire anéantir Nagasaki, et puis anéantir Hiroshima,
et puis détruire tout un village. Donc la question même du génocide rentre aussi parmi les crimes contre l'humanité. Le crime de génocide, c'est quand vous décidez d'exterminer toute une région. Rien qu'une minorité, par exemple, rien que parce que vous avez l'intention, vous ne voulez plus les voir. Voyez. Donc, ce qu'il y a en dessous de votre question de crime contre l'humanité, en réalité, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre là, La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est ce que j'ai appelé l'instrumentalisation des droits de l'homme. En réalité, mesdames et messieurs, la communauté internationale instrumentalise les droits de l'homme. Elle les utilise quand ça l'arrange, elle les banalise quand ça les dérange. Voilà le fond du problème. Et je me souviens très bien, un peu avant la crise de 2010 dans notre pays, j'étais invité au plateau de 20h à la télévision ivoirienne et je devais parler du président, je crois que c'est de la Tunisie, aidez-moi, je suis un peu fatigué parce que Ben Ali, parce que j'ai fait tout à l'heure une interview encore, je suis un peu fatigué, mais Ben Ali, qui est maintenant en exil, non? Je crois qu'il a dû fuir, il est quelque part, voilà, tout à fait. Alors, M. Chirac parlant de Ben Ali, il disait, ah oui, vous savez, Ben Ali, c'est un bon président. Vous savez, il respecte les droits de l'homme. Les droits de l'homme évoluent bien dans son pays. Le droit à l'éducation et tout ça. À la télévision ivoirienne, enfin, ils ont fait passer l'élément. Ils ont fait passer cet élément-là au moment où son peuple s'était soulevé pour jeter Ben Ali dehors. Vous voyez, j'ai vu un président français encenser un président africain. Et puis, quelque temps après, soutenir le printemps arabe. C'est-à-dire, en mettant en soutien le soulèvement qui s'est produit dans le pays. Ça me fait réfléchir. On me dit, je connais aussi des diplomates avec qui j'ai échangé. Oui, mais le président Gbagbo, il avait déjà fait 10 ans, c'était assez et tout ça. Je dis, regardez au Burkina, ça fait combien d'années? Allez-y au Cameroun, ça fait combien d'années? Pourquoi vous estimez-vous que Kadhafi a trop duré? Et puis moi, pour m'amuser avec lui, je disais, mais la reine d'Angleterre, ça fait environ plus de 40, 45 ans et tout ça. Il dit, oui, mais elle n'est que reine. Je dis, non, mais elle règne tout le Commonwealth. Et ça coûte des milliards à l'Angleterre. Donc, arrêtez de nous donner des leçons. Arrêtez de nous donner les leçons. En matière des droits de l'homme, je ne crois pas que l'Afrique ait vraiment des leçons à recevoir de l'Occident. Car l'Occident lui-même viole aussi les droits de l'homme. Je me trouve au pays où il existe Guantanamo. Quand tu as Guantanamo dans ton pays, et qu'à Guantanamo, on martyrise les êtres humains pour leur faire avouer, parfois même des choses qu'ils n'ont pas commises, je me dis, je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Quand tu prends ton drone et que tu l'envoies en Afghanistan, et que tu ne demandes pas de visa, tu ne contrôles rien, c'est-à-dire que tu rentres dans un pays souverain, et puis tu tues quelqu'un dans une famille, et puis toi, tu reviens. C'est ça les droits de l'homme? Donc, je réponds à votre question pour dire que la communauté internationale instrumentalise les droits de l'homme. Lorsqu'elle veut vous éjecter, elle va commencer son processus. Et souvent, parce que j'ai travaillé dans les droits de l'homme, je suis très bien placé. Mes partenaires, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ça, on se connaît tous. À Côte d'Ivoire, pour avoir fait la LIDO, après j'ai fait l'APDH, après je suis à la Commission nationale des droits de l'homme. Et même, il y a une parenthèse, c'est que j'ai été collaborateur du ministre de l'Intérieur. Il s'appelait Martin Bléou. Donc ça m'a permis même de travailler très bien avec l'ONUCI, la division des droits de l'homme. Lorsque vous avez travaillé avec tous ces gens-là, vous voyez un peu comment fonctionnent les droits de l'homme. Lorsqu'on veut vous abattre, on va commencer le réseau. Les ONG vont commencer à partir. On va commencer à sortir des dossiers. Un tel va en parler, l'autre va en parler. Et puis après, ça commence. Et puis on amplifie. C'est-à-dire on prépare l'opinion. C'est un dictateur. Mais qui décrit? Qui a les critères des dictateurs? Qui a les critères? Kadhafi, en 2007, il a été reçu à l'Élysée, sur tapis rouge. Kadhafi. Il est venu en Italie. On lui a donné le droit d'installer sa tente. Avec ses femmes, ses gars du corps, là. Il faisait la belle vie parce qu'il leur donnait tous les moyens. 2 ans après, il est devenu dictateur. Il faut l'abattre. Et Berlusconi récemment disait en Italie, où je suis, on a été trompé par la France sur le cas de Kadhafi. Et pourtant, il est déjà mort. Vous voyez, la communauté internationale, c'est vrai que c'est une nébuleuse, mais maintenant, elle a ses principes, elle a ses stratégies. Elle vous taxe de violateur des droits de l'homme, tantôt, et puis voilà. Et même, je disais, quelque part, au cours d'une conférence ici, mais normalement, si vous voulez parler des droits de l'homme, de Laurent Gbagbo à aujourd'hui, mais même regardez encore, aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé à Diokwe, je ne sais pas si la communauté internationale, parce que c'est pas moi qui ai dit qu'il y a eu plus de 1000 morts
à Diokwe Carrefour. C'est la Croix-Rouge, qui est une institution internationale. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore parlé de qui est l'auteur de ces crimes. Qui sont les criminels qui ont tué à Diokwe? Ce ne sont pas quand même les FDS qui ont tué à Diokwe. Et c'est pour cela que je suis allé à Genève pour déposer une plainte. Parce qu'il faut savoir que toute cette crise-là, nous allons passer. Mais demain, le bilan viendra. Hein. Celui qui pense que nous sommes tellement éternels, qu'ils vont rester éternellement au pouvoir, il se trompe. Parce que la vie, elle est trop compliquée. Et puis, il y a tellement d'imprévus. Tu peux danser aujourd'hui, régner. Et puis demain, tu peux être un piètre individu. C'est pour cela que pendant ton règne, il faut penser à demain. Et puis, il faut gouverner bien. Chers frères, j'ai fait ce tour-là parce que les droits de l'homme, je suis dedans, mais je sais qu'il y a trop de machiavélisme, il y a trop de manipulation, trop de calcul là-dedans. Et que les Occidentaux, surtout, ils les mettent en avant quand ils veulent frapper. Ils l'ont fait pour Bachar el-Assad, en Syrie. Mais comme il était soutenu par la Russie, ils n'ont pas bougé. Aujourd'hui, là, ce sont les djihadistes, maintenant qu'ils veulent attaquer. Et j'ai exprimé le paradoxe de l'Occident. Vous soutenez les rebelles, comme vous l'avez fait en Libye, parce qu'il y avait le CNT, le Conseil national de transition. En réalité, ce sont des rebelles qui se sont soulevés contre le régime. Vous avez soutenu les rebelles dans mon pays. Bon. Au Mali, vous les combattez. En Syrie, vous les soutenez parce qu'en Syrie, là, ils ont été armés. Il y a un paradoxe. On ne sait même plus vers où on va. On enseigne des principes de démocratie. Des gens se lèvent, ils prennent des armes, ils attaquent la République. Vous ne venez pas les condamner. Vous les soutenez. Et puis après, on ne sait plus, c'est un micmac, mais c'est un imbroglio qui parfois nous donne des cauchemars. C'est pour cela que je n'aime pas cette question des droits de l'homme, même si moi je la prône, parce qu'en Afrique, on tue trop facilement. En Afrique, on meurt pour de l'eau potable. On n'a pas d'électricité, alors qu'on est riche. C'est ça, en fait, les droits de l'homme. Quand un pays est tranquille au plan politique, on peut pousser le gouvernement. C'est ce que j'ai toujours fait. Pousser le gouvernement à créer des ponts d'eau, de l'eau potable, mettre les enfants à l'école. Écoutez, le président Oufouette a fait sa part. Mais s'il avait vraiment mis les moyens, aujourd'hui, on aurait tous assurance maladie. On est un pays riche. On a les moyens. Si on construit la plus grande basilique du monde, c'est qu'on peut le faire. On aurait pu le faire. Et il n'a pas fait. Mais on va compter sur ses successeurs pour le faire. Ils ne le font pas. Ils vont entretenir des rébellions, massacrer des Ivoiriens. On va perdre du temps. On va perdre du temps, perdre des années. Et puis on va rester là en train de faire des guéguerres. Bref, votre question en appelle une réflexion, donc j'ai réfléchi. Donc les crimes contre l'humanité, tout ça, voilà. Et puis j'ai été à La Haye. Bon, j'ai assisté un peu aux audiences. Ce qu'on reproche au président Laurent Gbagbo, c'est même ridicule. En réalité, ils sont en difficulté. C'est-à-dire qu'il est gênant, il faut qu'on le condamne parce qu'ils n'ont pas réussi à le tuer après les bombardements. C'est très difficile. Même juridiquement, voilà, on dit qu'il est co-auteur indirect. Il est co-auteur et puis indirect. Et puis maintenant, les 3 ou 4 chefs d'accusation, la marche du 16 décembre, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on l'accuse de quelque chose, mais matériellement, il est difficile de trouver sa signature dedans. C'est compliqué. C'est pour cela que, moi, quand j'ai fait ma déclaration, j'estime que ce n'est qu'une prise d'otage, simplement, pour permettre pour permettre un peu la gouvernance d'aller de l'avant. Je finis les questions? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu. Bon, maintenant, alors, la sœur qui est intervenue, en réalité, elle a mis l'accent sur la question de l'analphabétisme. Je partage cela, cette analyse-là. C'est-à-dire que la plupart des petites questions avec lesquelles vous m'avez bombardé se résument en fait, éduquons le peuple pour lui permettre de prendre conscience. Et c'est pour cela que quand je m'appuie sur cette réflexion qui est juste, c'est vrai que je suis en fait, c'est pas que j'ai été, au moment où on élaborait les textes de la Constitution, je n'étais pas là. J'ai été là au moment où on l'adoptait. Mais quand même, c'est vrai que le peuple qui ne sait pas trop grand-chose, tout le débat s'était focalisé sur le « et », la conjonction de coordination « et » et « ou ». Alors, est-ce que tu es « et », est-ce que tu es « ou ». Donc, les gens ont fini de parlementer et tout cela, et puis le texte a été voté. Mais vous savez très bien, quand je parle de cette question-là, ce qui me fait mal, c'est l'hypocrisie des politiques. Car, en réalité, eux tous ont demandé à voter « oui ». Eux tous. Même M. Alassane Ouattara. Et à Bouaké,
Dans mes bureaux de vote, quand je faisais le tour, j'ai attrapé des militants de son parti. Il dit, non, il faut coucher non. Mais le président du parti a dit votez oui. Que lui n'a pas de problème avec l'article 35. Moi, les faits sont têtus. L'histoire de notre pays, là, on ne peut plus la tronquer. Elle sera là. Et chacun va être rattrapé par les erreurs qu'il a commises. Je l'ai dit à des amis, je crois que c'est à l'émission là. Je disais, quand, s'agissant du président Gbagbo, quand le coup d'État a eu lieu en 1999, on lui dit, ah, vous savez, il y a des coups d'État qui favorisent la démocratie. Un démocrate ne devait pas dire ça. Ça dit que dans la vie, là, les erreurs que tu commets, ça te rattrape. Et ça va rattraper les uns et les autres. Tous ceux qui ont soutenu la rébellion de Côte d'Ivoire, ils seront comptables de tous les crimes que les rebelles ont commis. Crucifiez Laurent Gbagbo, mais vous serez comptables devant l'histoire de tout ce que les rebelles ont commis comme crime. Parce que dans notre pays, on connaît les criminels. On connaît les criminels. Vous pensez que quoi? On va compter sur la communauté internationale, on va nous condamner, les intellectuels seront dehors, Ouattara va régner. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Moi, je ne pleure pas mon exil. Hein. Je suis sans salaire, je ne suis rien du tout, mais je vis. Parce que quand je partage sur mon pays, ça me rassasie. Demain, je prends mon avion, je suis en France, je les rencontre. On bâtit une nation avec son cœur, avec ses tripes. Et puis plus tard, on est assis, on est fiers d'avoir bâti une nation. Si Oufoué, ce n'était pas trimé, la Côte d'Ivoire n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. C'est lui qui a supprimé le travail forcé. Il a fait sa part. Et ses successeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les Ivoiriens à s'entre-déchirer. Et puis ils sont contents. Moi, je suis RHDP. Toi, tu es FPI. On vous brime. Et puis demain, quand votre tour va arriver, vous allez faire quoi? Bref, ce tour de passe-passe, là, il faut qu'on l'évite. Donc, les questions que la sœur a posées, moi, je suis d'accord avec. Et puis, pour terminer sur votre question, elle est tellement intéressante. Ça montre quoi? Ça montre que la démocratie, là, ce n'est pas avec les armes qu'on l'impose. La démocratie, c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire qu'un peuple, chaque fois, il se prépare. Regardez d'où on vient. On n'a que 50 ans d'indépendance. La Révolution française date de 1789. Ça veut dire qu'il y a au moins 200 ans que ces Français-là se disent démocrates. Et vous savez très bien aux États-Unis, depuis quand ils ont commencé à parler de démocratie? La déclaration d'indépendance des États-Unis date de 1776. Thomas Jefferson, un des acteurs de ce texte, 1776. Donc ils ont fait leur chemin. Pourquoi vous voulez, dès qu'il y a une crise en Afrique, allons bombarder? Vous intervenez militairement, vous faites comment? Et je ne sais plus dans quel pays, je leur disais, mais regardez, quand vous lancez votre bombe de l'OTAN là, ça trie comment pro Gbagbo, pro Ouattara? Comment vous faites? Comment vous faites pour trier? Comment vous faites pour sélectionner? Vous détruisez notre pays pour rien. Vous détruisez notre pays. Bon. Il faut que j'arrête, non? Donc, oui, je finis par le dernier parce que sinon... Donc, on est d'accord, chère sœur, je suis d'accord avec vous, mais c'est un processus. Ça veut dire que ce n'est pas dans les bombes là qu'on va les bâtir. Là même, quand toi tu vas au pays, il y a tes frères qui te soupçonnent. Ah, elle est avec le régime et tout ça. Dans un pays, pourquoi on n'est pas cool? Pourquoi on n'est pas cool? Un président, c'est un président de tout le monde. Il y a des présidents qui veulent qu'on aille leur faire allégeance. Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse allégeance? C'est que vous manque la légitimité. C'est pourquoi vous vous obligez à faire l'allégeance. Un président, il est le président de tout le monde. Et puis mon frère, qui me dit, bon, oui, docteur Boga, quand je vous écoute, apparemment, les rancœurs, vous les suscitez. Et vous savez, pourquoi je souris, c'est qu'à Abidjan, au moment où j'étais au ministère de l'Intérieur, à Yopougon, il y a des parents qui montent, des citoyens qui m'appellent, je viens, et puis ils nous disent, oui, docteur, ici, là, il y a des pro-rebelles, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord avec la rébellion, et que quand il y a des attaques à Agban, ils dansent, dans leur maison, là, ils dansent, c'est la fête. Et puis je les ai regardés, et puis je vais vous dire une chose. Vous les appelez pro-rebelles, ils dansent, ça vous fait mal, c'est vrai. Mais les rebelles eux-mêmes, là, ceux qui font la même, là, leurs patrons, là, ils sont au gouvernement. Leur grand patron, il est Premier ministre. Donc, à la limite même, ce ne sont plus les citoyens qui sont contents là, qui sont coupables. Puisque les vrais coupables là même, on a décidé de manger avec eux, de danser avec eux. Pourquoi vous ne leur faites rien? Et puis c'est entre vous, population, vous voulez vous entre-déchirer. Chers frères, moi, il ne faut pas me crucifier. Parce que ceux qui ont crucifié mon pays sont là. À la limite, tout ce que vous entendez là, c'est le cri d'un cœur. C'est le cri d'un cœur. Et moi, quand je le dis... Alors, hier, je crois à l'émission à ton émission, cher frère, je disais, mais attendez,
Pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie, là, la commission des bannis n'a même pas son sens. Ouattara n'a qu'à poser. Moi, j'ai dit clairement à Toulouse, et puis je vous le répète aujourd'hui. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit, oui, je fais partie de ceux qui le rencontrent. Ça, c'est d'un point de vue juridique, d'un point de vue, voilà, selon les principes. Parce que vous me dites, oui, le Conseil constitutionnel, il faut que je vous réponde précisément. Vous dites que le Conseil constitutionnel est revenu le 6 mai 2011, et que le même Conseil constitutionnel, pour qui, moi, je dis que ces décisions sont irréversibles et tout ça, là, je les ai respectées. Il est revenu le 6 mai, et puis il a sorti une autre décision. Ça fait jurisprudence dans le monde. C'est-à-dire, en revenant le 6 mai, là, on n'a jamais vu ça. Tu peux pas proclamer un candidat vainqueur de l'élection, président, et puis 4 mois ou 5 mois après, tu reviens. Et quand tu reviens, il faut lire la décision qu'il prononce. Il dit, au regard des morts qu'il y a eu, au regard de l'implication de la communauté internationale, vu que, moi, Conseil constitutionnel, je proclame M. Ouattara président. Tu ne nous dis plus que c'est lui le vainqueur. Hein. Tu dis, tu proclames. C'est-à-dire qu'on est assis là, et puis Vaudier, il dit, cher frère, je te proclame président. Bon, moi je vais te respecter. Sur quelle base maintenant? Parce que lui, il a proclamé. Donc ça fait que la décision du 6 mai 2011, elle est discutable. Elle est discutable parce qu'elle n'a aucun fondement. Et en même temps, j'ajoute, même quand on dit que, quand la loi est dite, elle est dite là, en démocratie, il y a des actes dans la société qui font que même une décision irrévocable en droit peut être rejetée par la population. Il y a les soulèvements. Il y a un soulèvement. Le Conseil constitutionnel a parlé. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On fait une désobéissance civile. Donc, il y a des actes qu'on peut poser. Bref. Donc, rien n'est pratiquement verrouillé. Mais je vais vous dire que moi, je ne suis pas contre la réconciliation. Et quand je l'ai dit à Toulouse, et je vous le dis ce soir, moi, je peux dire ça. Mais que Dr Boga le dise, ou pas. Ouattara est où? Il est à la tête du pays. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que Dr Boga arrête même de voyager? Les exilés sont là au Ghana, au Togo, des Ivoiriens. L'article 12 de notre Constitution dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Et tu es le président de tous les Ivoiriens, tu n'es même pas président du RDR, ni du RHDP. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien pour cela. Les prisons sont remplies. Qu'est-ce que tu fais? À la limite, la réconciliation est entre ses mains. Il suffit de poser des actes concrets. Le lendemain, les Ivoiriens vont s'embrasser. Et moi, je vous dis, retenez-le bien, je parle devant des caméras. Je dis, si M. Ouattara pose des actes concrets, les Ivoiriens vont s'embrasser, ils vont dire, bon, il n'a qu'à finir, même on va l'accompagner, et puis après, on va reprendre notre pays. Je vais connaître des Ivoiriens qui vont dire ça. Mais tu ne peux pas en même temps être là. Tu es à la tête du pays. Et puis tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Un seul camp. Un seul camp. Dans la crise, là, c'est un seul camp qui a tué. M. Laurent Gbagbo, on le poursuit pour à peu près 200 personnes qui ont été tuées. Et pourtant, le président Ouattara dit qu'il y a eu 3000 morts. Regardez les paradoxes comme cela. Et c'est pour cela que je vais conclure sur ça. Si nous ne voulons pas, si nous ne sommes pas capables d'appliquer une justice équitable pour tous ceux qui ont commis des crimes dans la crise ivoirienne, s'il vous plaît, fermons la page de la voie juridique purement, et puis ouvrons la page de la justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice par laquelle on vient, on dit ce qu'on a fait, le peuple te pardonne, et puis les Ivoiriens s'embrassent. Je ne suis pas contre l'impunité, mais si vous voulez punir, punissez tous. Or, vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous ne pouvez pas, pourquoi vous allez traquer un seul camp? Donc, moi, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un pyromane. Je suis un Ivoirien qui aime son pays et qui dit à M. Ouattara, pose des actes concrets. Moi, je suis pressé de retourner dans mon pays. Je voyais partout et je dis cela aux Blancs, partout où je passe. Vos pays sont peut-être beaux, mais pour moi, ils ne représentent rien à côté du mien. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère. Je crois que tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité encore de poser des questions à notre invité d'honneur, Dr Boga Sako. Et si nous ne trouvons pas une solution au problème guinéen, au problème malien, au problème burkinabé, nous allons toujours avoir des problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons invité l'honorable David Camara, député à l'Assemblée nationale. Il est arrivé seulement hier de Paris. Mais quand nous sommes rentrés en contact avec lui, il a été très heureux. Il nous a dit, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Je suis là pour discuter un peu avec nos frères. Donc il est là ce soir pour nous parler un tout petit peu de son pays, de son beau pays, la Guinée, parce que souffrir la Guinée est un pays très, très, très riche.
j'allais dire l'un des pays les plus riches, mais d'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, à cause certainement de la politique, la Guinée est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Et Dieu merci, nous avons pu avoir donc les élections il y a à peu près 3 ans. Et les choses vont lentement mais sûrement. Donc nous allons sans trop tarder, nous allons donner la possibilité à l'honorable de nous entretenir pendant quelques petites minutes, en attendant que l'honorable Kwadwo Konaré, à l'Assemblée nationale, il est dans un parti politique qu'on appelle la NGR, qui est la 4e force politique, la 5e force politique donc, de la Guinée. Son leader est M. Abbé Sylla. Honorable. Et mes chers frères ivoiriens, je vous dis bonsoir. C'est véritablement un grand bonheur pour moi d'être avec vous ce soir, comme notre frère Jacques Roger vous l'avait dit. Je suis arrivé de Belgique il y a 2 jours et dès qu'il a appris ma présence dans Washington, il a souhaité que je sois avec vous pour partager ces quelques minutes parce que pour nous, l'histoire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est une histoire qui remonte à Mathusalem. Historiquement parlant, la Côte d'Ivoire et la Guinée, dans leur grande partie, on fait partie du même royaume, celui de l'Allemagne Samori Touré, si bien qu'il y a beaucoup de valeurs communes que nous partageons. La Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est une très longue histoire. Les hommes politiques guinéens ont été des élèves des hommes politiques ivoiriens. Le RDA, c'était une création de Houphouët-Boigny. Le RDA qui a étendu justement ses ramifications à l'ensemble de toute la sous-région. Et le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, était un élève de l'école politique de Houphouët-Boigny. Et ça, je pense que nous ne sommes pas prêts de l'oublier, malgré toute la tension qui a existé entre ces 2 pays. J'étais encore suffisamment jeune, mais j'avais compris que Houphouët-Boigny avait pris beaucoup de hauteur par rapport au conflit qui a existé entre lui et son frère Sékou Touré. C'est pour ça que quand l'occasion a été donnée aux 2 hommes de se réconcilier, je pense que ça a été un bonheur pour tous les 2 parties. On ne l'oubliera pas. Ce que je n'oublierai pas aussi, c'est que la Guinée, au début de son indépendance, les premières années qui ont suivi l'indépendance de la Guinée, nous avons connu une période assez difficile. Nous avons véritablement galéré dans ce pays. Et un des pays d'accueil de la Guinée, c'était la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne l'oublierai jamais non plus. La Côte d'Ivoire qui nous a tendu la main, la Côte d'Ivoire qui a accepté d'accueillir sur ses terres la plupart des Guinéens qui, à l'époque, avaient choisi la voie de l'exil. Notre frère Jacques Roger vient de vous dire que je suis le député d'un parti politique qui s'appelle la NGR, dont le président s'appelle Ibrahima Abbé Sylla. Ibrahima Abbé Sylla, s'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui aux États-Unis, c'est bien grâce à la Côte d'Ivoire. Et ça, je tiens à rendre hommage à la Côte d'Ivoire pour ça. Ibrahima Abbé Sylla est venu étudier aux États-Unis, ce n'était pas avec une bourse guinéenne, c'était avec une bourse de la Côte d'Ivoire. Je dis que Ibrahima Abbé Sylla est venu étudier aux États-Unis, ce n'était pas avec une bourse guinéenne, c'était avec une bourse de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que tous ces géants qui ont eu à conduire nos pays à l'indépendance,
Ils savaient très bien ce qu'ils voulaient pour leur pays. Pour Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement le pays des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'était le pays de l'ensemble des Africains. Et la Côte d'Ivoire a donné la possibilité à tous les Africains d'éclore. Il l'a permis et je lui serai éternellement reconnaissant pour cela. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'appelle les éléphants, je pense bien. C'est ça? L'équipe nationale de Guinée, ça s'appelle Sili national, tenez-vous bien. Sili, ça veut dire bien en soussou, éléphant. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quelles que soient les embûches qu'on tenterait de mettre entre ces deux pays, je pense que la fraternité est beaucoup plus forte. Et cette fraternité qui doit se traduire par une générosité et une solidarité, je pense que cela ne manquera jamais entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour échanger avec vous un tout petit peu ce qui se passe dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui subit tous les courroux de Dieu et toutes les misères du monde. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme vous avez eu l'occasion de le dire ici, c'est plus ou moins la même chose qui se passe en Guinée. Nous ne sommes pas contents de ceux qui nous dirigent, mais est-ce que si d'autres étaient à leur place, auraient fait mieux? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que les problèmes que nous vivons dans nos pays sont beaucoup plus profonds que nous ne l'imaginions. Nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que les développements, les progrès que nous ambitionnons dans chacun de nos pays, si nous ne faisons pas en sorte que la paix soit garantie dans nos pays, toutes les ambitions que nous aurons, ce sont des ambitions qui seront vouées à l'échec. Ceci me permettrait de revenir un tout petit peu à quelques notes que j'avais prises par rapport à l'intervention de notre frère Dr Bogard, que j'ai suivi avec attention, et j'ai senti que ce monsieur parlait vraiment avec ses tripes. C'est un Ivoirien convaincu. C'est pour la première fois que je le rencontre. Il aime son pays. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que tous les fils de l'Afrique devraient être comme lui. Aimer son pays, être fier de ce que l'on est, quels que soient les problèmes que nous connaissons. Il a dit en passant que ce qui nous réunissait ici ce soir, ce n'était pas à cause de tel ou de tel individu, mais c'était fondamentalement à cause de la Côte d'Ivoire. Et moi, justement, je vais lui emboîter le pas en lui disant que ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire et à cause de la Guinée, mais c'est à cause du progrès de l'Afrique que nous sommes là tous ensemble aujourd'hui. Il a parlé de la nation. Vous savez, la nation, je pense que c'est une notion qui est restée assez ambiguë. Beaucoup de gens parlent de nation, on ne sait pas du tout la nation ce que ça sous-tend. Mais généralement, quand vous parlez de nation, vous pensez que la nation, ça se rapporte à une limite géographique. Vous pensez que la nation, ça s'arrête à une langue. Vous pensez que la nation, ça s'arrête ou ça se développe autour d'une culture. Je pense que quand on reste tout à fait enfermé dans cette vision de la nation, l'expérience a montré que nous sommes tout à fait à côté de la plaque. Surtout pour nous autres Africains, si on se contente uniquement de considérer la nation telle qu'elle, nous qui avons aujourd'hui justement des pays
pluriethnique, nous nous contentons justement de cette définition de la nation, nous aurons du mal à aller de l'avant. Je pense que les spécialistes ont été beaucoup plus loin que cela, en disant que la nation, ce n'était pas du tout ça, mais que la nation, c'était finalement cette adhésion volontaire, surtout des gens, à un idéal. Mais tous des gens qui ont accepté de transcender ces différences ethniques, ces différences tribales, pour accepter de s'intégrer dans le cadre d'un programme bien déterminé, un programme qui serait partagé par tous. Et c'est pour ça que tout parti politique qui se bat aujourd'hui pour arriver au pouvoir, si tu n'as pas un programme rassembleur dans lequel tout le monde se reconnaîtrait, tu n'iras jamais nulle part. Malheureusement, dans nos pays, et vous avez fait, il y a une de nos sœurs, parce que les femmes, elles sont toujours beaucoup plus en avance que nous. C'est la sœur qui a parlé de l'analphabétisme. L'analphabétisme, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que ça existe. L'analphabétisme, c'est aussi en Guinée. Mais l'analphabétisme, c'est aussi dans la plupart des pays africains, sinon dans la totalité des pays africains. L'analphabétisme, c'est un fléau, c'est une tare, c'est une catastrophe pour nos pays. Quand vous êtes analphabète, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Donc je viendrai avec le meilleur programme au monde, je vais vous l'expliquer, puisque vous êtes analphabète, vous n'allez pas le comprendre. Et c'est pour ça que malheureusement, la plupart des hommes politiques de nos pays se disent qu'ils perdent du temps à penser à un programme. On vient, on dit, on tient les propos que les gens veulent bien entendre, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais je pense que nous qui avons la chance d'avoir été à l'école, nous qui avons eu la chance de nous être frottés à ce monde occidental, qui a pris suffisamment de temps pour construire sa démocratie, et qui est loin encore d'achever ce combat démocratique, nous devons comprendre que nous avons une démarche que nous devons commencer, même si les gens ont du mal à nous suivre. Il faut oser, il faut commencer. L'éducation d'une population, ce n'est pas en un jour que ça se fait. Ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en 10 ans. C'est un processus continu, c'est une répétition perpétuelle. Parce que l'être humain, ce n'est pas une machine que vous programmez. Aujourd'hui, vous êtes en état de comprendre parfaitement bien ce que je vous dis. Demain, je vous répète la même chose, vous êtes dans un autre état de fatigue, vous ne comprenez pas. Et la preuve la plus simple de ça, même vous, quand il vous arrive d'être fatigué, vous faites une multiplication, vous dites 2 fois 2, 4. Mais ce n'est pas 4 que vous écrivez, c'est 8, ou bien c'est 6 que vous écrivez. Parce que vous êtes fatigué et vous ne réalisez pas du tout que c'est 6 ou que c'est 8 que vous écrivez. Vous dites bien 2 fois 2, 4, mais c'est 6 ou c'est 8 que vous écrivez. Ça veut dire que les problèmes aujourd'hui que la Côte d'Ivoire connaît, je suis convaincu que si tous les Ivoiriens s'inscrivent dans la démarche de notre frère Bogart, les problèmes que vous avez, vous allez très vite le surpasser, vous allez le transcender, vous allez le résoudre, parce que vous êtes condamnés justement à vivre ensemble et à vous donner la main. Nous ne nous trompons pas, nous ne nous trompons jamais. Ceux qui donnent l'impression qu'ils viennent nous aider, ils ne viennent pas nous aider. Ce n'est pas nos amis. Ce sont des gens qui tirent véritablement profit de nos divisions. Et malheureusement, nous nous laissons aller. Nous nous laissons entraîner dans ces recommandations, dans ces conseils que ces gens nous donnent. Nous disons que ce sont nos amis, mais ce n'est véritablement pas nos amis. Donc je dis bien, la Côte d'Ivoire et la Guinée, nous sommes condamnés à vivre ensemble
nous vivrons ensemble et dans la solidarité et dans la générosité. Ceci étant, je vous dirais que les problèmes auxquels la Guinée sont confrontés aujourd'hui, vous le savez tous, c'est surtout le problème d'Ebola auquel on est confronté aujourd'hui. Ebola, on dit que ça a commencé en Guinée, dans un petit village, de la forêt et tout ça. Et beaucoup ont reproché aux autorités, aux responsables politiques guinéens d'avoir été vraiment timorés, d'avoir été très très laxistes, n'avoir pas pris les dispositions qu'il fallait pour pouvoir contrecarrer Ebola à temps. Mais moi je dis c'est très bien beau de condamner, c'est très bien beau de critiquer. Prenez l'exemple sur vous-même. Est-ce que quand vous avez mal à la tête le matin, vous allez nécessairement voir un médecin parce que vous avez eu mal à la tête le matin? Je ne pense pas qu'on le fait. Vous avez légèrement mal au ventre la nuit, après un dîner très bien arrosé, vous vous dites « Ah, c'est parce que j'ai trop mangé, ça va passer ». C'est quand vous remarquez, après 2 ou 3 jours que ça ne passe pas, que vous vous dites « Ça, il faut bien que j'aille voir le médecin ». Mais 3 jours sont déjà passés. Et ce n'est pas parce que vous ne tenez pas à votre santé. Nous sommes dans un tel état d'esprit. Ebola, ce n'est pas une maladie qui était connue en Guinée. Pas du tout. Jamais. Nous avons connu le choléra. Mais les maladies qu'on connaît le plus en Guinée, c'est la malaria. Et curieusement, les manifestations d'Ebola sont très très voisines des manifestations de la malaria. Mais la malaria, ce n'est pas n'importe quel Guinéen aujourd'hui, ce n'est pas tout Guinéen aujourd'hui qui court à l'hôpital pour la malaria. Ce n'est pas tout Guinéen qui court aujourd'hui pour la malaria. C'est devenu une maladie banale chez nous. Donc, effectivement, je pense que les autorités auraient dû réagir beaucoup plus tôt, mais le laxisme des autorités s'inscrit en fait dans une caractéristique générale de notre population. Si bien que ceux qui ont cherché à faire une exploitation politique de cette pandémie, je pense qu'ils ont eu tort. Parce que Ebola, comme mon frère l'a dit tout de suite par rapport au bombardement que l'on fait, quand tu bombardes, la bombe ne dit pas celui-là, c'est un partisan de Ouattara, celui-là, c'est un partisan de Laurent Gbagbo, c'est celui-là de Laurent Gbagbo que je vais toucher. La bombe, elle éclate ici, elle tue tout le monde. Mais Ebola, c'est la même chose. Ebola sévit aujourd'hui en Guinée. On cherche à stigmatiser quelqu'un, on cherche à stigmatiser une équipe. Mais Ebola, il est là, il attaque tout le monde. Ceux qui sont aujourd'hui, mais particulièrement actifs dans la condamnation de Paul et de Pierre, depuis qu'on parle d'Ebola en Guinée, qui font appel à la communauté internationale pour venir aider le peuple de Guinée. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que ces gens ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider leur peuple? C'est la question que je me pose. De tous les leaders politiques guinéens, depuis qu'on parle d'Ebola, seul Ibrahima Abessila, est-ce que c'est parce qu'il a été éduqué en Côte d'Ivoire? Seul Ibrahima Abessila a donné 200 millions aux autorités guinéennes pour aider justement l'équipe mise en place pour lutter contre Ebola. C'est le seul qui l'a fait. Alors moi, je voudrais bien qu'on soit capable de venir mobiliser. Je voudrais bien qu'on soit capable de venir mobiliser ces militants, de venir mobiliser nos compatriotes pour avoir des motos, pour avoir des voitures, pour avoir des 4x4, pour être présents
dans tous les bureaux de vote le jour des élections, mais qu'on ne soit pas du tout à mesure de penser que cette quête-là qu'on fait pour les motos, il aurait fallu commencer d'abord par faire la quête pour trouver les moyens qu'il faut pour éradiquer Ebola dans le pays. Ces champions de la démocratie n'ont pas du tout pensé à cela. Alors si vous avez des motos, vous avez des 4x4, vous avez des gros cylindrés, vous avez Ebola chez vous, vous allez organiser les élections avec qui? Avec des morts? C'est la question que je me pose. Ça veut dire, je pense qu'il est grand temps qu'on redescende sur terre. Quand il y a un problème comme ça qui attaque non seulement tes compatriotes, mais l'ensemble de la sous-région, et au-delà de la sous-région, parce que Ebola est devenu un problème planétaire, il faudrait qu'on en prenne conscience et qu'on se batte tous, surtout quand on connaît la porosité de nos frontières. Et je parle de la porosité de nos frontières, mais cette porosité, aujourd'hui, elle est mondiale. Les Belges ne pensaient jamais rencontrer des cas d'Ebola chez eux. Ils ont bien fermé leurs frontières vis-à-vis des avions qui venaient de Conakry, mais vis-à-vis des avions qui viennent de Paris ou de Francfort, il n'y a pas Ebola. Alors, moi qui ai Ebola, qui transite à Paris, je viens sur Bruxelles, je rentre. Ça signifie que le problème est très sérieux. Très, très sérieux. Ceux qui pensent que Ebola, c'est un problème guinéen, Ebola, c'est un problème sierra-léonais, Ebola, c'est un problème libérien, c'est un problème nigérien, parce que ça atteint aujourd'hui le Nigeria. Vous avez entendu que Ebola a ressurgi de nouveau au Congo. Mais évidemment, ça signifie que si on y prend garde, Ebola va prendre des proportions tout à fait inattendues qui risquent de décimer. Les spécialistes en la matière parlent de 20 000 morts dans 6 mois si on ne prend pas de dispositions. Ça veut dire que Ebola en Guinée, c'est Ebola en Côte d'Ivoire. Ne vous y trompez pas. Hein. On avait suspecté quelques cas d'ailleurs dans les villages frontaliers voisins, parce que les gens qui vivent là-bas, ils ne savent pas s'ils vivent en Côte d'Ivoire ou s'ils vivent en Guinée. Hein. C'est les mêmes familles. On a la même rivière, on a la même forêt, on va chasser les mêmes bestioles et tout ça, là, etc. Quand Jacques Roger m'a invité aujourd'hui, je lui avais demandé de ne pas m'offrir de agouti parce que je n'en prendrais pas. Donc, le problème fondamental de la Guinée aujourd'hui, c'est ça. C'est Ebola. Et Ebola, ça nous interpelle tous. Qu'on se donne la main. Ebola, ce n'est pas un problème de Alpha Condé, qui est le président de la République. Ce n'est pas un problème de Abbé Sylla, qui est président de la NGR. Ce n'est pas un problème de Cellou Dalein Diallo, qui est le champion incontesté de l'opposition guinéenne. C'est un problème de l'ensemble des Guinéens. Donc, il faudrait qu'on en prenne conscience. Et Dieu soit loué. Je pense que la plupart des ténors politiques de notre pays aujourd'hui s'inscrivent dans cette trajectoire. Ils sont devenus moins virulents vis-à-vis de leurs adversaires politiques parce qu'ils ont compris que ce problème va au-delà des considérations politiques. Et j'espère que Dieu va nous donner justement la sagesse et la force de pouvoir sensibiliser surtout, mais éduquer nos populations. Parce que pourquoi Ebola vit encore longtemps en Guinée? C'est parce que vous avez encore une partie de la population qui refuse d'y croire. Les croyances, justement, ont la vie très très difficile. Vous connaissez très bien que le comportement de l'homme, c'est surtout la résultante de pas mal d'éléments, vos croyances, vos sentiments, mais c'est surtout aussi les besoins insatisfaits. Tout ça rentre là-dedans. Et quand vous faites tout ce melting pot, le comportement de l'être humain est difficile à cerner, est difficile à saisir. Mais il faut faire avec. Aujourd'hui, heureusement, la population commence à comprendre qu'effectivement, Ebola, ce n'est pas un jeu, Ebola, ce n'est pas un mensonge, Ebola, c'est une réalité, et qu'il faut se lever très tôt pour combattre cette maladie. Et ce que nous avons fait,
nous avons essayé de mettre en contribution aussi les parlementaires du pays. Parce que justement, vous, citoyens, moi, le président me nomme comme ministre parce que je suis son cousin, parce que je suis son beau-frère et tout. Vous ne me connaissez pas. Je vais venir vous raconter de n'importe quoi. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez même pas qui je suis. Vous n'allez pas m'écouter. Mais si votre député que vous avez élu pour vous représenter vient vous parler, vous dire attention, cette histoire d'Ebola là, c'est une vérité. Il faut avoir un comportement responsable. Il faut suivre les instructions données par les spécialistes en la matière. Il faut respecter les conditions d'hygiène. Si le député, votre député vient vous le dire, je pense que vous serez beaucoup plus réceptif. Donc c'est comme ça que nous avons décidé, nous aussi, de lancer toutes nos forces dans ce combat, mais en même temps en invitant l'ensemble de nos hommes politiques à avoir aussi un vocabulaire assez responsable pour faire en sorte qu'on gagne sur cette maladie. Ceci étant, parallèle entre les deux politiques, ce n'est pas tout le monde qui aime Alassane Ouattara chez vous, ce n'est pas tout le monde non plus qui aime Alpha Condé chez nous, mais vous ne trouverez jamais personne qui fera l'unanimité. Ça n'existera jamais sur cette terre. C'est pour ça que j'ai apprécié une de ses remarques quand il a dit que malgré tout, il se pliait au verdict du Conseil constitutionnel. Ça peut être un bon verdict, ça peut être un mauvais verdict, mais le Conseil constitutionnel, qui est censé être la juridiction suprême du pays, quand il a décidé quelque chose, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, au nom de la paix sociale, au nom du calme dans le pays, restons derrière ça. Même si c'est une mauvaise décision, même si c'est un mauvais verdict. Mais une fois aussi qu'on a reconnu ce verdict, il faudrait s'y plier. Alors, il faut être honnête avec soi-même, il faut être conséquent avec soi-même. Tu ne peux pas dire que tu reconnais un verdict et que 2 minutes après, tu adoptes un comportement qui est tout à fait inconséquent par rapport à ce que tu viens de dire. Et nous, c'est le problème que nous vivons en Guinée aujourd'hui. Ça a été un point de désaccord, justement, entre bon nombre d'hommes politiques et nous, parce que, justement, nous sommes des démocrates. Nous avons eu la chance de vivre à l'extérieur. Bon nombre d'entre vous vivent ici aux États-Unis. Moi, j'ai vécu en Belgique pendant une quarantaine d'années. Avant de me lancer dans la politique, j'ai eu la chance de diriger la communauté guinéenne là-bas. Et je sais ce que c'est. C'est parfois difficile d'accepter un verdict, surtout quand vous pensez que c'est vous qui avez gagné. Mais je dis ici, pour tous qui suivent, parce que les États-Unis, on est très loin des États-Unis, mais tout le monde suit très bien ce qui se passe aux États-Unis, surtout pendant les élections présidentielles ici. Vous avez suivi la grosse bataille entre George Bush et Al Gore. C'est quoi la différence? À peine 300 voix. 300 voix, qu'est-ce que ça représente? Mais le jour où on a dit que c'est Bush qui avait gagné, Al Gore, vous n'en avez jamais plus entendu parler. Il s'est même éloigné de la politique pour se lancer dans tout ce qui est la défense de la nature. C'est ça la démocratie. Mitt Romney et Barack Obama, je n'ai jamais vu un duel politique aussi serré que les dernières élections présidentielles ici. Ça a été une première même pour les Américains, de voir un candidat, même le jour des élections, en train de faire campagne encore jusqu'à midi. Vous avez vécu ça? Vous l'avez vécu? Chez nous, on dit campagne, c'est terminé, 3 jours au moins avant les élections, c'est fini. Il n'y a plus de campagne. Mitt Romney a fait campagne jusqu'au jour des élections à midi, il faisait campagne. Tellement que ce monsieur voulait gagner. Mais on a proclamé les résultats.
dès qu'on a dit que c'est Obama qui a gagné, Mitt Romney, qui a entendu parler Mitt Romney depuis? Mes frères, l'invitation que je vais vous faire à vous tous, ayons du respect pour les institutions que nous mettons en place. Ces institutions, elles doivent mûrir. Mon frère Bogart vous a dit tout à l'heure que ça fait 200 ans, 300 ans que ces pays qui veulent nous imposer leur démocratie sont en train de construire cette démocratie qu'ils n'ont pas réussi encore à amener à la forme achevée. C'est un très long processus. La démocratie, le processus démocratique véritablement a commencé chez nous quand il parle de 50 ans d'indépendance, mais c'est à partir du sommet de la Baule, avec Mitterrand, que l'expérience démocratique a commencé dans nos pays. Ça veut dire que c'est très très récent, très récent. Donc il faudrait qu'on soit tolérant, très très tolérant, les uns vis-à-vis des autres. Il ne faut pas qu'à cause du pouvoir, nous entraînions nos populations dans un massacre sans fin. Ça va nous apporter quoi que de la désolation? Je pense qu'en tant qu'homme responsable, nous devons beaucoup penser à ça. Hier, je m'entretenais avec le président de mon parti. Je pense que je me ferai fort quand je serai de retour au Parlement d'attirer l'attention de mes collègues parlementaires sur la gravité d'Ebola que nous vivons. Attention, essayons d'abord de resserrer les coudes pour pouvoir combattre ça. Parce que si on n'y réussit pas, les élections que vous attendez tous avec ferveur, les élections pour lesquelles on commence déjà à se donner des coups de poing, ces élections n'auront jamais lieu. Elles n'auront jamais lieu. Parce que quand Ebola est là, personne n'osera sortir. C'est vrai. Personne n'osera sortir pour aller dans un bureau de vote parce que moi, je ne sais pas si celui-là que je vais rencontrer, il a Ebola ou pas. On n'ira nulle part, on va être chez soi. Donc, la Guinée n'a pas de très gros problèmes, moi je vous assure. Personnellement, je dis qu'il y a un problème d'ego entre les principaux ténors politiques aujourd'hui de la Guinée. Alpha Condé, les gens disent que c'est l'opposant historique. C'est vrai qu'Alpha Condé s'est opposé à tous les régimes qui l'ont précédé lui. Il s'est opposé à Sékou Touré, il s'est opposé à Lansana Conté, c'est pour ça qu'on l'appelle l'opposant historique. Mais en même temps, pendant qu'il était en train de faire son opposition, il a été persécuté par justement par ceux-là qui sont ses adversaires politiques aujourd'hui, parce qu'eux, ils étaient dans l'appareil gouvernemental. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'ego, justement des gens qui n'acceptent pas de voir Alpha Condé président de la République de Guinée. C'est une analyse personnelle. Les gens se disent, mais comment se fait-il que celui-là qu'on a pourchassé, qu'on a attrapé pour mettre en prison, comment se fait-il que c'est lui qui est aujourd'hui le président de la République? Nous qui avons été ministres, super ministres, premier ministre, nous sommes là aujourd'hui, nous devons être sous ses ordres. Il y a des gens qui ont du mal à digérer ça. Mais comme on le dit chez nous, c'est la sœur qui a dit que vous êtes majoritairement chrétien ici. Nous, en Guinée, on dit qu'on est majoritairement musulmans. Mais ne vous faites pas d'illusions. L'islam, le judaïsme, le christianisme, ça a la même origine. Hein. Nous avons la même histoire. On dit que nous sommes tous les fils d'Abraham. Il ne faut pas oublier ça. Tous des fils d'Abraham, ça veut dire que nous sommes des frères. Au-delà de toutes les autres considérations. Alors on dit que aujourd'hui, l'Afrique se trouve tenaillée entre des considérations ethniques. Je dis c'est à nous, intellectuels, qu'il appartient justement de transcender tout cela. Pourquoi? Quand nos populations aujourd'hui sont tout à fait dans cette ligne-là, vous savez, quand la population a quelque chose en tête, c'est difficile. Alors peut-être qu'il va falloir s'inscrire dans cette trajectoire-là. Et moi, je dis par rapport à la Guinée, quand les autres se réclament de l'ethnie Peul, quand certains se réclament de l'ethnie Malinké, d'autres se réclament de l'ethnie Soussou,
j'en ai discuté avec le président de mon parti, nous allons créer une ethnie en Guinée. Nous allons créer une ethnie en Guinée et cette ethnie, on va l'appeler l'ethnie des Guinéens. Et puis, on va faire en sorte que cette ethnie rallie le suffrage de l'ensemble des autres Guinéens. Et comme ça, nous aurons très vite fait de prouver à la face du monde que cette unité, qui sera basée sur la diversité des Guinéens, constituera notre véritable force pour aller de l'avant. Les véritables problèmes de nos pays, ce n'est pas du tout ça. C'est des considérations futiles, ça. Les véritables problèmes aujourd'hui de nos pays, c'est comment leur donner de l'eau potable. C'est comment leur donner l'électricité. C'est comment les éduquer, construire des écoles. C'est comment leur donner les meilleures routes que nous voyons ici aujourd'hui, que nous aurions souhaité arracher pour les amener chez nous. Comment leur donner ça? C'est ça les véritables enjeux. Et c'est pour ça que on m'a proposé de parler un tout petit peu des problèmes guinéens. Voilà ce que j'étais occupé à faire, mais j'avais presque fini. Bon, j'allais tout de suite m'asseoir, mais personne n'avait remarqué que j'étais venu avec quelque chose dans la main. J'avais commencé par leur dire toute la gratitude de notre part vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pour tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour la Guinée, mais surtout pour le président du parti politique au nom duquel je parle ici aujourd'hui, M. Ibrahim Abessila. Je me suis dit que Ibrahim Abessila... Sur ce, nous n'allons pas perdre assez de temps. L'honorable Kwadwo Konan Bertin est arrivé donc aux États-Unis, ça fait pratiquement une semaine et demie. C'était donc à l'invitation d'un jeune. Et ils ont une association. Vu le travail que l'honorable fait au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé donc de l'inviter. C'est assez symbolique. L'invitation, leur association, d'abord, on l'appelle le PDCI Renouveau. Au congrès du PDCI RDA, je pense que ça faisait partie donc, du thème. Notre jeune frère est là, il va s'élever, et je vous demande donc de l'ovationner pour ce qu'il a fait. C'est M. Katina. Nous allons permettre à M. Katina, peut-être en une petite minute, s'adresser à vous. À quoi va M. Katina, donc à Washington? Je vais vous laisser certainement au moins une minute pour dire un petit mot certainement à vos frères qui sont là. Merci Jacques. Bonsoir chers frères. Je suis Emmanuel Katina Fangman et je suis le président de la coordination pour le renouveau du PDCI RDA, la section Amérique. Alors c'est un tout jeune mouvement et le but de notre mouvement c'est de contribuer à la modernisation du PDCI RDA. Donc nos actions consistent en l'organisation de débats. Nous rédigeons des articles que nous transmettons aux journaux et nous échangeons sur le net avec nos amis militants du PDCI et des autres partis. Et le but, c'est en fait de recueillir les idées des uns et des autres et de les transmettre à la direction du parti. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons invité le député Kakabe Kwadwo Konan Bertin, qui a accepté de faire le déplacement sur les États-Unis et qui a animé une conférence le dimanche 31 août à New York. Donc, voilà un peu dans quel cadre l'invitation a été lancée. Et je profite pour dire merci encore au député Kwadwo Konan Bertin d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus un secret. L'honorable Kwadwo Konan Bertin a tenu à être là, malgré la situation dans laquelle il se trouve. Il est souffrant. C'est plus un secret honorable. Hein. Voilà. Il a été donc hospitalisé. Il était à l'hôpital. Il est juste sorti ce matin aux environs donc, de 9h, 10h. Alors, malgré l'insistance des docteurs qui ont voulu qu'il reste sur place, mais il a tenu à honorer son engagement.
Donc il est là. Je vous demande donc de l'ovationner et de le saluer.